So I guess it's good to start now. Nous allons peut-être commencer. Je me réjouis d'être de retour ici. Cela ne fait que quelques heures. Nous sommes donc changés pour passer du rouge au rouge et du bleu au bleu. C'est pour ça que vous nous voyez ici, frais et dispo. Il y a donc ce programme d'échange entre notre université avec la Villette. Et nous avons donc quelques-uns de vos étudiants dans notre université et je suis d'accord, la relation est donc de très bonne qualité. Et j'espère que ce n'est pas la fin, que cette bonne relation continuera. Aujourd'hui, l'idée n'est pas seulement de vous parler de nos nouveaux projets, parce que certains d'entre vous n'êtes pas assez âgés, tout simplement. En fait, 10 ans, c'est un sacré laps de temps, parce que certains d'entre vous étaient sans doute encore à l'école il y a 10 ans. Donc, on va montrer certains de nos projets passés pour vous donner un peu de contexte, mais nous allons également vous présenter des nouveaux projets. Et donc, je vais laisser ma patronne prendre la parole. Donc, oui, si tu veux commencer. Eh bien, un grand merci de nous inviter à cette conférence. Je me chargerai donc de la première partie. Comme vous le voyez, nous portons toujours du rouge et du bleu. Vous le voyez, mon téléphone est rouge, ma gourde aussi, mes chaussettes. Mon mari est toujours en bleu. Nous avons décidé que nous étions en rouge et en bleu. Et nous avons décidé que tout ce que nous partageons serait jaune. D'abord, nous avions une voiture jaune, puis nous avons eu ensuite des enfants. Nous avons décidé qu'elle serait donc associée à la couleur jaune. Nous voulions ensuite que notre fils soit aussi en jaune, mais notre fille a préféré qu'il devienne vert. Nous avons donc proposé cette œuvre d'art au Centre Pompidou. Vous voyez donc que nous avons une famille qui ressemble à des panneaux de signalisation, des feux de signalisation. La famille est très importante pour nous. Nous pensons à l'architecture comme un travail qui permet d'apporter du bonheur aux gens. Il faut donc connaître le bonheur pour pouvoir faire notre travail correctement. Je vais commencer par un projet extrêmement ancien qui s'appelle Roof House, c'est-à-dire la maison toit. Nous avons rencontré une famille formidable qui aimait déjeuner sur le toit de sa maison. Nous avons donc conçu cette maison avec des tables, des bancs. Derrière, il y a une cuisine. Ils peuvent aussi se laver là l'été s'ils le souhaitent. Nous savions qu'ils aimaient déjeuner sur le toit. C'est étrange, mais ils vivaient auparavant dans une maison traditionnelle japonaise. Ils avaient souvent l'occasion de déjeuner sur ce toit. Vous voyez, il n'y a pas de rampe, c'est ouvert. Il y a ces tuiles qui ne sont pas très bien fixées. C'est assez dangereux, en effet. Leur maison se situe au bout d'une zone habitée et ils peuvent profiter de la vue sur la vallée, sur la montagne lorsqu'ils montent sur leur toit. Notre approche a été de nous dire qu'il fallait sans doute mettre une rambarde pour protéger les enfants, mais le père nous a demandé: est-ce que vous voyez des rambardes sur les maisons des environs? Elles n'en ont pas et il a fini par réussir à nous convaincre qu'il n'était pas nécessaire de mettre une rambarde. C'est ce que nous avons fait du coup. Ensuite, nous avons reçu un appel de quelqu'un qui avait vu cette maison dans un magazine, ce qui lui avait beaucoup plu. Et il nous a demandé de reproduire ce concept, le principal donc d'une école, pour 500 enfants. Et ici, vous voyez l'ancien bâtiment avec ce préau extérieur
Et lorsque il passait une tête dans les classes des enfants, on entendait les voix des enfants puisque tout cela était plutôt ouvert. Vous voyez que les arbres sont très élevés. Il y avait une grande cour de récréation. Ici, vous voyez les enfants. On sait que les enfants aiment tourner en rond, faire des cercles dans leur trajectoire. C'est presque un instinct génétique, ce qui nous a donné cette idée. Et nous avons donc recouvert le toit de cette école circulaire de parquet, de bois, pour que les enfants puissent faire donc le tour de cet anneau. Et nous avons intégré les arbres pour que les enfants puissent continuer à marcher autour sans que cela interrompe leur trajectoire. Vous voyez que ces arbres donc dépassent de ce toit. Voilà comment nous l'avons construit. Et voilà comment nous avons conservé les arbres qui existaient déjà. C'est facile de conserver un arbre, le haut d'un arbre, mais si vous coupez ses racines, il mourra. Nous avons donc procédé à une excavation pour être sûr à une fouille pour être sûr de ne couper absolument aucune des racines. Nous avons donc fait cette étude pour conserver toutes les racines des arbres dans les constructions que nous avons faites. Nous avons donc construit tout cela. Le projet a beaucoup plu au principal qui a dit qu'il ne voulait pas de rambarde autour du toit. Nous lui avons répondu que c'était un peu difficile. Et il a proposé alors de mettre un filet qui rattraperait les enfants qui tomberaient. Et ce n'était même pas une blague. Nous avons fait donc des schémas. Et nous avons apporté les plans aux autorités pour les soumettre. Ils nous ont demandé si nous étions sûrs de notre coup. Ils nous ont dit que nous étions fous. Donc nous avons laissé tomber. Et nous avons donc mis cette rambarde le long du toit. Mais nous avons réutilisé cette idée autour des arbres, comme vous le voyez. Et vous voyez qu'il y a cette corde pour des raisons réglementaires, mais qui n'a rien à voir avec les enfants qui aiment bien se jeter dans les filets en fait, de protection. Vous voyez d'autres photos encore. Parfois, vous pouvez avoir jusqu'à 40 enfants agglutinés autour des arbres. Ils adorent ces arbres, en fait. Il y en a même un qui l'aime tellement qu'il le mange. Nous avons donc dû mettre cette rambarde que nous avons conçue, mais nous y avons réfléchi spécialement pour qu'ils ne puissent pas passer leur tête, mais qu'ils puissent passer leurs jambes en revanche. Donc ces centaines d'élèves peuvent s'asseoir au bord du toit, comme vous le voyez là. Vous voyez ces petits singes là, derrière les barres de leur cage, et c'est l'heure de les nourrir. Dans cette école maternelle, le toit est très bas et donc d'un seul regard, on peut surveiller ce qu'il se passe au sol et sur le toit. Et une fois que la construction a été terminée, nous avons été entourés par les 500 élèves. C'était extrêmement touchant. Ces élèves qui se sont rués dans leur nouvelle école, qui se sont rués sur le toit, qui ont commencé à courir sur le toit. Ils ont commencé à faire la course, en fait, très naturellement, un peu comme des animaux. Ensuite, nous avons reçu un appel du ministère de la Culture. Et il nous a été rapporté que l'OCDE avait dit que notre école était la meilleure école jamais conçue depuis 50 ans, selon l'UNESCO, pardon. Meilleure école du monde au cours des 50 dernières années. Ici, vous voyez donc une gargouille.
Et ici, c'est un moment d'enseignement. Le professeur leur explique comment l'eau s'écoule. Ils se rassemblent. Donc, dans cette école maternelle, les enseignants peuvent apprendre beaucoup de choses aux enfants en utilisant l'architecture. Vous voyez ici que les robinets aussi sont très peu contraignants. Ils peuvent arroser leurs camarades. Et ici, si vous pensez qu'il rince ses chaussures, pas du tout. Il met de l'eau dans ses bottes, ce petit enfant à droite. La forme est ovale. Nous avons conçu des portes qui sont des portes coulissantes pour pouvoir faire un espace unique lorsqu'elles sont ouvertes. Vous voyez qu'il n'y a pas de mur pour séparer les différentes classes. Donc, un enfant qui n'aime pas sa classe peut tout simplement passer à la classe suivante. Nous avons demandé au principal s'il était d'accord pour qu'il puisse passer d'une classe à l'autre, s'échapper en quelque sorte. Et le principal nous a répondu que ce n'était pas un problème parce que les enfants finiraient par revenir au point de départ puisqu'il s'agit d'un cercle. Une fois que la construction a été achevée, il y a eu beaucoup de visiteurs. Un professeur étranger est venu un jour et a demandé « Mais qu'est-ce que vous faites quand il pleut? Les enfants vont être mouillés. » Et le principal a répondu « Au Japon, quand les enfants sont mouillés, ils changent de vêtements tout simplement. » Et on lui a dit, mais ils peuvent être mouillés. Et le principal a répondu, oui, mais ne vous inquiétez pas, les enfants sont waterproof. Donc voilà ce qui se passe quand il pleut à l'école. Vous voyez que les enfants ne fondent pas sous la pluie en fait. Hein. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de mur, ce qui signifie que vous pouvez entendre le bruit qu'il y a dans la classe d'à côté. Mais selon le principal, le bruit est très important pour les enfants. Il joue un rôle central dans leur croissance. Donc c'est un petit peu compliqué ici, comme vous voyez ici, nous ne sommes pas au Japon, on peut entendre le sifflement, en fait la stridulation en bruit de fond, c'est dans la jungle. Et si on n'était pas là, on n'entendrait pas ce bruit. Mais nous nous sommes rendus compte en fait que c'était permanent. Mais à Tokyo, le bruit... c'est dans le microphone. Et c'est difficile à expliquer, vous comprenez, parce que quand on est dans la jungle, finalement, on annule en fait le bruit de fond. Mais à Tokyo, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est plus dans la jungle, en fait, finalement. Donc, il faut vraiment expliquer cela. Normalement, on n'entend pas le bruit de son organisme, de son corps. Ça fait partie de son propre système. Là, n'est-ce pas, que ce soit la circulation, les battements du cœur, parce que finalement, on les annule. Mais lorsque l'on plonge sous l'eau, on commence à entendre le bruit de son propre corps, n'est-ce pas? Parce qu'on est complètement déconnecté du reste du monde. Et nous savons désormais que certains, disons, établissements scolaires tels qu'ils sont faits, coupent les enfants du reste du monde, alors qu'en fait, ils commencent à écouter leur propre corps. Et parfois, nous nous rendons compte qu'il vaut mieux être à l'extérieur, parce que parfois, on se préoccupe de savoir comment est-ce qu'on peut éviter que les enfants se mouillent ou qu'ils gardent une certaine température. Mais vraiment, réellement, ça a été conçu ainsi pour avoir ce son, ce bruit de fond et ces différentes températures. Les personnes disent « Non, mais écoutez, il fait froid dehors, que va-t-il advenir, n'est-ce pas ?» Mais en été, quand on va à la plage, il fait très, très chaud. Donc, on va dans des lieux où il fait très chaud. Et en hiver, on va skier également. Donc, il fait beaucoup plus froid, finalement. Donc, c'était un peu... c'est cela d'être un être humain. Donc, ici, dans cette école maternelle de Fuji, comme vous voyez, c'est toujours ouvert sur l'extérieur, au bruit extérieur, de façon à ce qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse entendre également ce que disent les
les enseignants. Mais il faut, avant que je n'oublie, dès que la personne fera une très très bonne question, eh bien, la personne pourra recevoir ce livre. Donc, il faut que vous prépariez une très bonne question, pas de mauvaise question. Et je vous offrirai un de mes livres. Et j'ai un certain nombre de livres à disposition, donc vous pouvez venir les réclamer si vous voulez. Donc, nous avons conçu des boîtes très légères pour séparer un peu les classes. Et nous avons fait des ateliers avec les enfants. Ils étaient censés nous aider, n'est-ce pas? Mais ils ne nous ont pas du tout aidés, comme vous pouvez le voir. Non, il ne s'ennuie pas, comme vous pouvez le voir. Et voilà, il rentre dans les boîtes. Et puis, après, ils ne nous ont pas aidés, mais les professeurs nous ont aidés à faire toute une configuration. Donc, ils peuvent modifier la configuration de temps à autre. Et donc, vous voyez, cela permet également quand on veut faire des expositions. Et puis, comme il n'y a pas de mur, nous avons dessiné une sorte de lavabo pour que les enfants puissent se laver les mains, très particulier. Donc, quand ils veulent se laver les mains, ils doivent se parler les uns aux autres. C'est presque comme une sorte de puits. Et puis là, vous voyez, ça devient comme un lieu d'exposition au moment de Noël. Et puis, il y a les arbres qui sont au milieu des salles de classe. Les enfants peuvent alors aller à la pêche de leurs amis dans les filets. Vous voyez des petits singes dans les filets. Là, ils regardent à travers les lucarnes. Et là, nous avons de mignons petits singes dans les lucarnes. Donc, vous voyez, il y a comme des puits de lumière. Et au moment de Noël, eh bien, il y a Saint-Nicolas ou Papa Noël qui apporte des cadeaux aux enfants par ces lucarnes. Et puis un jour, nous avons eu un véritable Papa Noël qui est arrivé, qui est rentré à travers la fenêtre, à travers la lucarne. Et il n'était pas japonais, bien entendu. Hein, c'est une sorte de Papa Noël américain. Hein. Et comme il n'y a aucune cloison, eh bien, évidemment, les interrupteurs pour l'éclairage viennent du plafond. Donc, quand on tire le cordon, eh bien, on allume 3 points d'éclairage, 3 ampoules. Donc, c'est vraiment pour aussi faire en sorte que les enfants soient assez sensibilisés à l'utilisation de l'électricité. Et puis, une fois, un enfant, un jour, une personne un universitaire a fait une étude. Ça, c'est le mouvement d'un enfant de 9h10 jusqu'à 9h30. Et l'enfant a fait 3 tours en 20 minutes, c'est-à-dire 600 mètres en 20 minutes. Et puis, au total, avant l'heure du déjeuner, il avait marché pendant pratiquement 6 km. Donc, c'est assez une bonne distance, finalement, pour un enfant de classe maternelle, finalement. Voilà, regardez tout le mouvement des enfants. Et les enfants font près de plus de 4000 mètres en général avant d'arriver à l'heure du déjeuner parce qu'ils courent dans tous les sens. Et là, vous voyez, dans cette école maternelle, vous pouvez voir les enfants. Quand ils montent sur le toit, ils commencent à courir. Non, on ne les y force absolument pas, hein, mais c'est une espèce de mouvement tout à fait spontané de la part des enfants. Et c'est très important, en fait. Et puis, après avoir construit cette école, nous avons reçu tellement de visiteurs du monde entier, notamment de Chine. Et l'un des directeurs d'une école chinoise est venu voir et nous a demandé pourquoi ils ont dit, nous avons fait ce type d'architecture en Chine, mais nous sommes surpris ici parce qu'il n'y a pas de musique comme nous en avons en Chine. Les enfants doivent courir et quand la musique commence et quand la musique s'arrête, tout s'arrête. Et ils doivent courir tous dans la même direction, bien entendu. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il ici? Parce que finalement, ils courent un peu dans tous les sens. Et le directeur a répondu, bon, écoutez, moi, je ne vois pas vraiment de problème. Personne n'est encore mort, hein, personne n'est tombé, tout va bien. Et puis après donc, après avoir réalisé l'école maternelle Fuji, le directeur nous a demandé de construire un petit bâtiment pour les cours d'anglais. Nous avons donc réalisé ce petit bâtiment à la dimension des enfants.
tout ce que nous avons fait, tout devait être vraiment à l'échelle des enfants, donc à la petite échelle, donc le sol. C'est un bâtiment qui ne mesure que 5 mètres. Il y a 7, disons, étages. Parfois, c'est quelques centimètres seulement. Et puis, l'épaisseur du sol est de 9 mm. La taille des colonnes est de 3 cm seulement. Et nous avons, lorsque l'on conçoit ce type de bâtiment, nous avons pensé que, bon, il devait y avoir des points un petit peu dangereux. Donc, nous sommes venus avec nos enfants, avec des casques, et nous leur avons demandé qu'ils continuent à jouer dans le bâtiment. Et là, j'ai vu mon fils cogner la tête contre cet endroit. Donc, bon, vraiment, il ne s'est pas beaucoup cogné. Bon, il est très résistant. Hein, il ne s'est pas fait tellement mal parce qu'il est résistant parce que c'est notre fils, n'est-ce pas? Mais bon, il s'est fait un petit bleu quand même. Et là, nous avons vu que c'était dangereux. Et là, il a essayé de sauter. Puis après, quand nous avons vraiment pu vraiment calculer quel était le niveau de sécurité, nous avons mis les enfants en liberté. Les enfants adorent ça. Regardez, c'est comme du trafic, comme ici un embouteillage. Ils essayent de sauter. Là, on voit qu'ils s'entraident pour monter. Vous voyez, ce type de mouvement, c'est très important pour les enfants. Là, on dirait qu'elle est en train de l'aider, hein, mais en fait, elle est en train d'essayer de le faire tomber plutôt. Et ici, voyez, dans cette architecture, ils n'ont pas besoin d'avoir des meubles parce que finalement, l'architecture en elle-même est une sorte de mobilier. Certains étudiants ont posé des questions et je dois expliquer cela. Voilà, c'est un projet assez ancien qui a structuré notre recherche. Donc, ce sont des colonnes ici que l'on voit, des montants qui sont très, très légers, très légers. Toutes les structures peuvent être extrêmement légères, à peine 3 mm. En fait. Les enfants adorent toucher le plafond avec leur tête. Donc, vous voyez, tout est à leur hauteur. Et regardez ici, voilà, ça, c'est un temple, un pavillon à Hakone. C'est un temple. Nous avons à Kyoto, pardon. À Kyoto se reprend l'oratrice. Donc, nous avons étudié un petit peu l'articulation, comment il y a des jointures qui sont faites. Ils n'utilisent aucun métal ici. Ici, on a Fujimoto qui est assez célèbre. C'est ce type de structure qui existe à Kyoto depuis fort longtemps, depuis plus d'un millénaire. Et ici, on peut voir sur d'autres projets qui datent de 2008, en fait, nous avons étudié un petit peu comment sont jointoyés les différents morceaux de bois. Donc ici, nous avons fait un modèle. Ici, nous avons essayé de voir comment cela fonctionnait. C'est quelque chose de très récent. C'est un nouveau diagramme. Vous voyez, c'est un tridimensionnel. Cela fonctionne comme une structure. Il ne s'agit pas, en fait, c'est une structure qui est réalisée entièrement en bois, comme vous pouvez le voir. Et à l'intérieur, nous avons des œuvres d'art magnifiques qui ont été réalisées par un artiste qui s'appelle Toshikore Hote. Vous voyez, elle a réalisé en fait ce filet à la main. C'est une sorte de macramé. Et donc, les enfants peuvent rentrer, peuvent s'accrocher à ce filet qui est fait entièrement à la main, comme vous pouvez regarder, à travers laquelle passe la lumière, également à travers cette forêt en bois, de treillis de bois. Vous voyez des images qui sont vraiment magnifiques, où les enfants sont tellement heureux. Et nous pensons que c'est cela l'architecture, n'est-ce pas? Les personnes peuvent s'asseoir sur les éléments d'architecture et ça signifie qu'on n'a absolument pas besoin d'installer des bancs. Les pères sont toujours fatigués d'ailleurs, comme on peut voir. Là, c'est mon petit garçon. À l'époque, il était petit, il est tout mignon là. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Hein? Maintenant, il est très grand. Et bien maintenant, je vais reprendre la parole et je vais vous montrer de projets très anciens. Nous avons réalisé cela en 2002.
C'est une forêt très célèbre, la forêt de la beauté, et c'est un des lieux où il y a beaucoup de neige tous les ans. Parfois, il y a jusqu'à 10 mètres de haut. Et nous avons conçu ce bâtiment, c'est un projet. Beaucoup de nos étudiants ne connaissent pas ce projet. Donc, je pense qu'ici, le toit a été posé en 2005. C'est un bâtiment très long. Certains habitants locaux disent que c'est magnifique, on dirait, c'est tout érigé, mais en fait, c'est un musée. Et comme vous pouvez le voir ici, et vous voyez toutes les fenêtres sur le côté. Et ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est qu'il est beaucoup plus grand en été. C'est-à-dire, si l'on veut voir quelque chose qui soit grand, eh bien, il faut y aller en été. Et si vous le voulez voir petit, il faut venir en hiver. C'est une dimension, disons, qui évolue. Voilà, on voit les baies vitrées où on peut admirer l'espace en hiver lorsque la neige est tombée et qu'elle recouvre l'architecture. Et puis, parfois, eh bien, au centre, si l'on est attrapé dans la neige, il faut attendre jusqu'au mois de mai lorsqu'il y a finalement la fonte des neiges. Il faut faire attention. Et regardez ici ces images, comment la neige s'amoncelle. C'est magnifique. Et bien, nous l'avons pris en compte dans la réalisation. Donc, vous voyez, est-ce que... Et bon, nous avons dit oui, que normalement, ça devrait bien fonctionner avec ces grandes baies vitrées qui résisteraient à la neige. Donc, voilà, certains ont trouvé que c'était presque terrifiant, n'est-ce pas? Mais en fait, parfois, la neige va jusque tout en haut des fenêtres, mais c'est le moment où la neige atteint le plafond pratiquement, mais c'est très agréable de se retrouver en fait un peu pelotonné à l'intérieur du bâtiment. Voilà, des nouveaux projets. Il faut que je me dépêche, effectivement. Voilà, ça, c'est un nouveau projet. C'est encore une école maternelle que nous avons réalisée en 2018, il me semble. Juste après avoir fait notre conférence ici. Voilà, c'est très intéressant. On le fait sur un diagramme. Et ici, ce sont des bâtiments qui sont tous ronds. Et c'est une école, voilà, comme des parapluies, comme des ombrelles. Les enfants continuent à tourner. Comme vous pouvez le voir, c'est à nouveau une forme ronde. Il n'y a absolument pas d'abscisse et d'ordonnée. Il n'y a rien de carré. Et voilà une partie Dans ce diagramme, nous avons donc aussi des points d'eau comme ici, des douches, mais tout à fait de toute sécurité. Vous voyez? Et regardez les enfants qui disent... Je lui dis, viens là. Elle dit, non. Et puis là, finalement, hop, il se mouille la tête. Vous voyez, c'est quelque chose tout à fait naturel. C'est quelque chose qui a été conçu dans l'idée du mouvement naturel. Et puis, nous avons conçu et construit également de nombreuses églises. Cette église, nous avons essayé de faire une église assez modeste, donc avec des petits morceaux de bois. Il y a une très bonne acoustique, le son est magnifique. On n'a pas besoin de penser à l'acoustique en permanence, comme vous pouvez voir. Et la lumière qui tombe du puits de lumière. Et vraiment, ici, on a un pasteur qui est magnifique. Mais c'est Peter Cook, en fait. Je pense que vous connaissez tous Peter Cook. C'est un excellent pasteur. Vous voyez tous les détails ici. Donc, nous faisons toujours des tests d'acoustique. Vous voyez, il n'y a pas que la lumière qui compte dans une église, mais l'acoustique aussi, c'est très important. Ici, il y a une autre église à Kyushu, qui accueille les sans-abri. Nous avons construit beaucoup d'églises, mais ce qui est intéressant dans cette église, c'est que il y a un baptistère qui est comme une rivière. C'est très particulier parce que les gens peuvent se baptiser eux-mêmes et parce qu'elle est au niveau de l'eau. C'est comme si c'était
une rivière. Vous voyez, ils se baptisent eux-mêmes. Vous voyez, ici, notre Église, ils voulaient que l'Église se rappelle un petit peu les temps anciens. Nous sommes rendus pour voir des anciennes églises, notamment en Croatie. Elle s'appelle Maria, voyez-vous. Et puis, ici, nous avons à nouveau ce puits de lumière, un peu de style des églises anciennes de l'époque égyptienne, voilà, qui nous ramène au temps biblique. Voyez ici à nouveau l'acoustique. Les murs sont aveugles, de façon à ce que le son monte directement jusqu'à la voûte. Et là, nous avons évidemment le son de l'orgue. Et une autre église, ça c'est très important. Comment sommes-nous arrivés à cela? Pendant très longtemps, nous avons réfléchi, et parfois les gens disent que parfois il faut réaliser des œuvres d'art également. Parfois, les gens nous disent que nous faisons et que, en fait, il faudrait faire que nous faisons de l'architecture, mais pas de la peinture. Mais pour moi, la peinture, finalement, ce n'est pas si différent de l'architecture. Je voudrais que tout ne fasse qu'un. Et voilà, nous avons eu cette demande. Il voulait une église qui devait être nommée d'après le nom du pasteur qui avait introduit le protestantisme au Japon. Donc, elle mesure 52 mètres de long. Je lisais la Bible et qui présentait un petit peu le jardin d'Éden comme si c'était des petits points. Et là, c'est comme une peinture, n'est-ce pas? Nous avons donc réalisé cela. Voilà, c'est comme une boîte en verre complètement scellée, mais on n'entend pas le son qui vient de l'intérieur. C'est du verre très épais. Et à l'intérieur, nous avons ces panneaux. Et tous ces dessins viennent de la Bible, en fait. Et à l'intérieur, pendant le jour, on voit la lumière qui pénètre. C'est le moment lorsque Adam et Ève quittent la forêt enchantée et le pasteur est arrivé, il a planté une graine dans la terre et l'arbre a grandi et finalement il y a une forêt qui s'est développée. Et ici, les enfants sont protégés dans cette forêt, dans l'école. Et dans la Bible, c'est une autre histoire. C'est une histoire peut-être plus tragique, mais c'est le début de notre civilisation. Donc, nous nous sommes inspirés de cette histoire. Tout part de la Bible, n'est-ce pas? Mais ce qu'il y a de bien dans ce bâtiment, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher la lumière. Il est éclairé en permanence. Où que l'on aille, eh bien, la lumière arrive directement, tout comme dans une forêt, voyez-vous. Cela fait comme des effets artistiques. Donc, dans ce projet, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière entre le travail artistique et l'architecture. Je pense que pendant très longtemps, on a été un peu attrapé, un peu prisonnier de certaines règles. Mais en fait, ici, je ne vais pas parler de faire des grandes déclarations, on parle de création. Parfois, les artistes rentrent finalement dans l'architecture, pénètrent dans l'architecture. Mais je crois qu'on peut faire les deux à la fois. C'est ce que nous essayons de faire et c'est exactement ce que nous avons tenté de faire avec ce projet. Vous voyez, la lumière qui pénètre, qui est partout. Et c'est une réalisation, c'est un projet qui a également été couronné de nombreux prix. Et voilà encore quelque chose d'amusant ici avec les enfants. Regardez,
une personne on est venu nous voir avec l'idée de réaliser un musée pour les enfants, mais pas en disant, bon, pas des choses à voir. Pendant le week-end, les enfants doivent s'amuser, n'est-ce pas? Il faut qu'ils s'amusent. Alors, ils disent, peut-être une sorte de zoo, mais en général, il y a des lions, il y a des rhinocéros. Et donc, tout ça, c'est très, très cher et nous n'avons pas du tout le budget pour cela. En revanche, moi, je lui dis, mais vous avez des animaux très mignons chez vous. Regardez, vous avez vos enfants. Alors, on met comme un grand plat, une grande assiette. Nous les laissons jouer et les enfants viennent ici comme si c'était une sorte de zoo. Donc, ça, c'est le musée, en fait. Regardez ce qu'on y fait. Donc maintenant, nous faisons de l'architecture. Maintenant, je suis pratiquement le curateur de ce musée. Et vous pouvez voir ici qu'il y a des mouvements complètement spontanés. Ce petit garçon continue, tourne. Nous ne lui avons absolument pas dit qu'il fallait qu'il court et qu'il tourne autour, mais il l'a fait naturellement. Et la mère, finalement, elle s'est mise à faire la même chose. Donc, regardez, c'est peut-être comme ça qu'on a peut-être inventé le kimono, mais je crois que le meilleur est à venir, c'est le seau. Et puis, regardez, ici, nous invitons aussi parfois des musiciens. Et parfois, les gens disent « les enfants n'aiment pas la musique classique ». Mais moi, je me suis rendu compte que finalement, ils adoraient la musique classique. Simplement, on ne leur met pas des places assises avec un numéro. Donc, nous avons fait une sorte de bol qui est une sorte de, disons, de temple de la musique. Et puis, les enfants viennent écouter la musique. Ils s'asseyent, ils prennent différentes positions. Ma femme, là, ici, est en train de faire une petite somme. Elle n'écoute même pas la musique classique. Mais les enfants continuent à tourner, à bouger. Ils adorent glisser le long des parois. Et puis, vous voyez, c'est un musée qui est très accueillant. Et c'est vraiment, il a été couronné. Il a reçu le prix du meilleur musée de l'année au Japon. Et vous voyez, comme c'est amusant, il y a des musées comme le Carnegie Museum ou le musée de Taïwan, où on n'arrête pas de construire de nouveaux musées, notamment au Kazakhstan. Et ici, nous avons fait quelque chose de particulier, de tout à fait semblable à Dubaï. Nous n'appelons pas de grands artistes très célèbres qui coûtent très cher, mais voilà, à chaque fois, il y a des événements différents. C'est très amusant ici dans ce musée. Dans ce musée, c'est que les enfants peuvent faire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire normalement. Voilà, ce petit garçon est très content parce que, regardez, hop, il déroule le papier hygiénique. Et puis après, il y a des désastres pendant le week-end. Regardez ce qu'il transforme. Une petite fille, là, qui est là, pleine de concupiscence, on pourrait dire. Et puis après, on invite quelques musiciens célèbres. Elle a reçu un prix pour être la meilleure pianiste de jazz. Et ici, regardez cette toute petite fille. Regardez comme elle adore, elle est contente. Et puis là, encore, il joue. Voilà, regardez là, les enfants s'approchent, viennent écouter la musique. Vraiment, c'est un musée très interactif. Je vais vous montrer une auberge et il ne s'agit pas simplement d'une auberge, mais d'un véritable lieu où les propriétaires ont eu l'occasion de dresser la table pour qu'un traité de paix soit signé entre l'Union soviétique et les États-Unis, entre Gorbatchev et Reagan, et le Premier ministre de l'époque du Japon.
Les propriétaires de ce restaurant voulaient être fidèles à cette idée parce que ce qui est important pour eux, c'est la paix. Ils voudraient y mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce n'a pas pu être fait parce que le Premier ministre Abe a été assassiné. Mais c'est une histoire qui remonte donc aux années 80 entre le président Reagan et le Premier ministre de l'époque qui se sont retrouvés au bain chaud. Donc dans le plus simple appareil, ils étaient simplement avec Gorbatchev des humains. Ils n'étaient plus au travail, mais juste des personnes, des individus qui ont pu donc se baigner ici grâce aux bons offices du Japon. Ici, donc, il s'agit donc d'une auberge où vous pouvez séjourner près de la rivière. Vous voyez que c'est un paysage très agréable. Et lorsque vous rentrez dans cet établissement, vous pensez qu'il y a cette tradition fortement japonaise, alors qu'il s'agit tout simplement de comprendre la nature, de vivre en symbiose avec la nature. Vous voyez ici qu'il y a donc des zones ouvertes et vous voyez que le plafond est assez bas ici, 1,50 m simplement de hauteur. C'est là que vous pouvez donc vous adonner à l'activité des bains chauds et vous fondre avec la nature. Et là, vous pouvez contempler la nature, la forêt, comme si vous aviez un écran en fait devant vous, vraiment à la japonaise. Avec cette vue sur l'extérieur, ici vous voyez cette grande table et le propriétaire parle souvent donc de cette hospitalité japonaise qui finalement ne concerne pas uniquement les Japonais. Ici, vous avez des éléments de céramique. Dans le pays, il y en a qui datent d'il y a plus de 2000 ans. Ici, vous voyez à nouveau ces peintures traditionnelles japonaises qui se voient dans le noir, mais aussi à la lumière du matin. Et je voulais aussi vous montrer la cuisine à laquelle ils s'adonnent. Des produits très simples, du poisson, des oignons, mais ces plats qui semblent si simples prennent parfois 3 jours à préparer. Les lieux sous la neige. Parfois, le temps froid a du bon. Lorsque vous êtes auprès de la cheminée, il fait froid dehors et vous comprenez alors ce qu'est la paix. Parce que c'est le contraste qui vous fait saisir tout ça. Je crois qu'il faut que nous accélérions un peu d'autres projets à Tomioka, où l'on sait qu'il y a l'une des plus vieilles usines en Asie. Ici, vous avez donc une structure monocoque en bois. Ici, ce bâtiment plutôt futuriste, vous voyez. Et quand vous rentrez dans le bâtiment, sous cette structure en bois, vous avez plus de 100 personnes qui rentrent. Tout cela semble assez complexe, mais il n'y a pas un élément en trop. C'est une architecture de bois, chaque pièce a sa place, à des fins de renforcement. Mais ici, vous avez un bâtiment qui est véritablement 100% en bois. Et ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est qu'il n'y a absolument aucune rupture des fondations aux détails et finitions.
Nous arrivons à la fin. C'est un projet à Dubaï que nous avons livré récemment. C'est une école et une école assez haut de gamme. Ça ne ressemble pas forcément à une école, mais l'idée c'était une école sans mur, sans cloison. Ici, ces cercles multiples que vous voyez représentent des classes. Nous avons dû conserver la forme d'un bâtiment classé à Dubaï. Donc, nous avons tiré profit de ces cercles et sur ce dessin, vous voyez comment le bâtiment fait corps avec la nature. Ici, ce sont des propositions pour les classes. Et ici, il s'agit encore d'images de synthèse. Mais je voulais tout de même vous montrer. Il fait très chaud à Dubaï, à tel point que parfois on ne peut pas aller dehors. Donc nous avons tout ce système pour faire rentrer la lumière. Je crois que cette animation date d'avant la construction, mais vous voyez l'idée qu'il y a derrière la construction, et je voulais vous montrer ceci en particulier. En Orient, il y a une très longue tradition de cosmologie. Et ils ont compris très tôt que les planètes tournaient autour du Soleil. Il y a 1 millier d'années, il n'a pas fallu attendre Galilée chez eux pour comprendre que c'était les planètes qui faisaient leur révolution autour du Soleil. Il y a plus de 1000 ans qu'ils le savent. Et ici, il y a une bonne représentation de la façon dont ils comprennent le fonctionnement du ciel et des étoiles. Et cela nous a permis de nous inspirer de ceci pour la conception du plafond, même si ce n'est pas toujours par là que vous commencez. Nous avons donc conçu le plafond de façon à laisser rentrer la lumière. Et voici une salle de classe. Il n'y a pas de mur entre les classes. Ici, c'est une école primaire. C'est encore tôt, mais c'est assez innovant. À Dubaï, sans doute la première du genre dans le monde. Et au centre, nous avons un espace qui rappelle le même esprit que le musée que vous nous avons montré. Nous avons organisé des événements ici pour perpétuer cet esprit-là. Un autre projet en Inde, un projet que nous avons fait autour de l'eau en Inde. Et en utilisant l'eau pour la reforestation, voilà à quoi ressemble le site. Ici, le travail est un peu différent de ce que nous pensions, il est en cours, et nous avons essayé de concevoir ce qui ressemblerait à des fabriques dans les prés. Ici, vous avez de la forêt autochtone partout, et donc ici, c'est encore un exemple de comment on peut utiliser cette nature et nous connecter à cette nature. Ici, vous avez donc ce jardin secret, ce jardin caché. Et je pense que ce projet va être assez intéressant pour vous aussi. Voici un diagramme qui a été fait par des spécialistes locaux. Ils veulent qu'il y ait 5 salles de classe qui soient connectées entre elles pour notre projet d'école, pour qu'il y ait au milieu ce lieu de rassemblement. Nous avons donc conçu ces salles de classe. Le diamètre du bâtiment principal est d'environ 100 mètres et ces classes ne sont pas forcément uniformes. Sorry, who is it? Is it okay? Okay. It's not me. Ce n'est pas moi en tout cas qui vient de m'exprimer comme ça, dit l'orateur.
Ici, il n'y a pas de bois que l'on puisse utiliser, mais nous avons donc utilisé du béton. C'est assez proche dans l'idée de ce que faisait Le Corbusier. Et parfois, utiliser du béton, c'est aussi une bonne chose parce que cela n'empêche pas de faire corps avec la nature et ce qui existe déjà sur place. Aujourd'hui, dernier projet, nous levons des fonds pour cet orphelinat. Ils ont vu mon TED Talk et ils avaient besoin d'une nouvelle école. Ils nous ont donc invités. C'est un lieu très reculé, à 500 km de la ville la plus proche. Il faut monter très haut, c'est un lieu à 4300 mètres d'altitude et vous avez ce moine qui a ouvert cette école il y a 20 ans. Un film a été fait sur lui. Je souhaiterais vous montrer ce film en question. Vous pourrez ainsi voir à quel point ce lieu est reculé dans l'Himalaya. C'est un projet magnifique parce qu'il recueille les orphelins tels qu'ils les trouvent dans les montagnes et malheureusement, un certain nombre d'entre eux ne passent pas l'âge des 5 ans. Il y a beaucoup de problèmes avec ces enfants qui connaissent des difficultés. Mais il y a aussi de la solidarité, ils s'aident entre eux pour étudier. Ils sont comme une grande famille, il y a beaucoup d'entre eux. Et ici, il est question de l'éducation des enfants, des garçons, qui est la plus difficile. La question la plus pressante est d'accueillir de nouveaux enfants. Lorsque je le recueille, je sais que je peux sauver la vie de cet enfant. Mais lorsque l'on est obligé de refuser des enfants, cela revient à dire que l'on refuse de sauver leur vie. Vous avez cette très vieille femme qui a perdu beaucoup d'enfants, qui est grand-mère. Il y a beaucoup d'enfants qui décèdent. Ici, vous assistez à une scène d'enterrement. Et là, vous voyez ces enfants qui ont l'air heureux. Il y a une chose que je sais avec certitude, c'est que je peux aider à rendre à ces enfants leur enfance. Bref, pour ce projet, nous levons des fonds. Je vous invite donc à vous rendre sur mon site pour en apprendre davantage, sur notre site pour en apprendre davantage sur cette communauté et voir comment vous pouvez les aider. Ils ont réussi à lever 3,8 millions de dollars. À l'heure actuelle, il leur en faudrait beaucoup plus. J'ai vécu mon enfance à moi, mais avec ces 85 enfants, j'ai l'opportunité de revivre 85 enfances différentes. Ici, vous voyez l'anniversaire de Yui, et c'est la première fois qu'il voit un gâteau pareil. Il lui réserve un accueil chaleureux. Il passe un bon moment. Alors ici, les coutumes sont un peu différentes de la France, mais ici, vous voyez que tout le monde a l'air très content. Ensuite, nous avons fait du sport avec les enfants et nous étions assez haut en altitude, donc c'était un peu difficile, je dois l'admettre. Et maintenant, ce que je voulais vous dire, nous n'aidons pas cette école parce que ce projet, parce qu'ils sont pauvres. Il y a beaucoup malheureusement de communautés qui sont pauvres, mais c'est parce que le projet qu'il y a derrière est un projet de partage. Ils partagent tout. Ici, la compassion est au cœur de l'éducation qu'ils reçoivent.
vous avez le shunya de la sagesse hindouiste. Si vous êtes dans cet état, cela vous permet d'accepter beaucoup de choses, mais surtout de partager plutôt que de prendre aux autres. C'est ici un état d'esprit de partage. Et c'est ce qu'explique ce moine, qui explique l'importance de cet état d'esprit pour les moines. Il a pu rencontrer d'ailleurs le Dalai Lama à Boston. Il est rentré de Boston. Ici, vous avez une description de cette philosophie. La vision du bouddhisme, c'est qu'ils débattent, partagent des idées. 1, 2, 3, 5, 7, 11 des nombres premiers ici, et ce qui permet de partager leurs idées dans une idée de curiosité. Ensuite, ils y réfléchissent. L'idée vraiment est une idée de partage, de façon à ce que ces idées deviennent ensuite sagesse. La sagesse se partage avec les autres. Aujourd'hui, on essaye de mettre la connaissance au cœur de l'école, mais je crois que la sagesse est plus importante parce qu'il s'agit ici de partager le savoir. Et si c'est cette approche que l'on a, alors on obtient des écoles vraiment excellentes, et vous avez certaines écoles qui sont reculées de 500 km des villes les plus proches, et vous avez des écoles qui sont excellentes malgré cela, en Inde notamment, parce qu'elles ont cette philosophie. Ici, c'est un endroit où nous recevons nos étudiants et nous essayons beaucoup de configurations. Et vous voyez ici que nous ne travaillons jamais dans des configurations carrées. La forme des tables, ici nous sommes en Inde à nouveau pour tester donc ce concept. Et voilà comment nous avons donc conçu les salles de classe. Les salles de classe ne sont pas carrées, elles présentent différentes tailles, un peu comme des cellules d'un tissu vivant. Voilà donc le plan. Ici, il y avait une contrainte, c'est qu'il y a beaucoup de vent dans les montagnes himalayennes entre l'Inde et la Chine. D'ailleurs, c'est une région que la Chine et l'Inde revendiquent. Voilà donc le plan, et cette forme a un sens en elle-même parce que vous êtes au sommet d'une montagne, il faut qu'il y ait vraiment une structure solide. Et cela ressemble donc à un château traditionnel indien. Ce qui est très important dans la conception de ces bâtiments. Il y a eu beaucoup de destructions avec différentes catastrophes sur des bâtiments modernes, mais les structures anciennes, traditionnelles, résistent parce que ce sont des structures qui sont conçues pour résister aux aléas climatiques. Les matériaux utilisés ici sont des pierres plutôt tendres. Et sur ce projet, en dehors de la fondation, nous n'utiliserons absolument aucun béton en dehors des fondations, mais nous voulons utiliser uniquement du bois, des pierres locales. Et nous nous assurons que les moyens restent à la disposition de la communauté. Alors ici, nous avons organisé un programme à la télévision, comme vous pouvez voir. Et puis il y avait le TED Talk qui était là, ici, avec les étudiants. Certains d'entre eux sont des étudiants français, comme vous pouvez voir comment on l'a organisé. Et ici, vous pouvez voir que les enfants sont très curieux et de ce que nous leur présentons. Vous voyez qu'ils sont très intéressés par ce que nous leur proposons. Voilà, et on arrive à la fin. Je vous montre une petite vidéo.
Notre maison a été construite il y a 40 ans quand ma fille est née. Donc c'est assez long finalement. Je pense que c'est 14 ans. Le sud et le nord. Donc nous avons essayé de faire en sorte que la lumière vienne du sud, de façon à ce que la lumière pénètre à travers les lucarnes. L'idée originale de cette maison, c'était d'avoir un espace. Nous avons une très grande table, comme vous voyez ici. Tout se passe autour de la table. Nous aimons faire de l'architecture comme une sorte de continuité. Bien entendu, nous pouvons continuer à dessiner des éléments, mais la maison ne parle pas simplement de style, parce que tout peut changer. C'est un lieu qui évolue, c'est le lieu où nous créons. Récemment, nous avons fait des chambres pour enfants. Nous n'avions qu'une seule chambre et il a fallu la diviser en 3. Et un de mes amis m'a fait un bon commentaire. Ce sont les meilleurs moments de la vie. Ce sont des moments qui ne reviendront jamais, qui passent très vite. Et je pense qu'effectivement, on peut voir comment on évolue. Mon enfant a 11 ans. Et c'est le moment où il faut, évidemment, faire des cloisons pour que chacun ait son espace. Donc c'est une nouvelle étape dans la séparation. C'est leur maison aussi. Donc nous avons essayé de diviser les chambres en 3 espaces, comme vous voyez ici. Mais ils peuvent... C'est facile, ils peuvent faire des petites fenêtres, ils peuvent échanger d'une chambre à l'autre. Et puis, comme ça, continuer les conversations. Nous essayons de maintenir cette relation, l'intimité d'un côté et puis en même temps l'échange. Vraiment, nous aimons beaucoup créer, dessiner des maisons qui soient capables de garder des souvenirs. En général, bien évidemment, nous devons dessiner, créer, projeter. Et puis finalement, au départ, il n'y avait qu'une seule chambre, il fallait la partager. Mais nous nous sommes rendus compte que chacun avait besoin un peu d'intimité dans la société moderne. Il y a toujours une séparation, n'est-ce pas? Mais je me souviens, dans le vieux Japon, dans le Japon ancien, l'espace était constamment partagé. La chambre, c'était la pièce à vivre durant la journée. Donc, l'idée, c'était de voir comment on pouvait évoluer, vivre dans l'époque moderne, faire avancer cette société japonaise. Donc, comment faire en sorte de faire face aux autres et en même temps survivre. Pour moi, la maison, c'est une sorte d'espace qui permet de communiquer et aussi de se préoccuper des uns et des autres. Nous n'avons pas pu montrer tous les projets que nous avons faits parce que nous avons réalisé 240 projets déjà et nous avons des projets dans 4 pays désormais, mais je pense que de limiter un peu notre... C'était mieux de limiter un peu notre présentation pour pouvoir le partager. L'architecture, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Et lorsque l'on partage,
eh bien, finalement, on reçoit plus. Quand on dessine une école, il faut comprendre la différence entre la connaissance et la sagesse. Et si l'on commence à partager tout, le reste du monde, je pense le monde devient la paix. Et comme nous l'avons montré dans ce dernier projet, finalement, c'est un projet sur lequel nous travaillons également, où il s'agit de partager. C'est du partage, de l'amour et la compassion. Et nous rêvons de pouvoir tenir une conférence sur la paix à 500 km d'une ville. C'est un bâtiment qui a mis 4 ans à être réalisé, mais je crois que c'est la façon où vraiment c'est le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle époque du monde. Merci beaucoup.